Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis psychopédagogue de formation. Je suis conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, je suis votre animateur de radio pour cette émission de radio qui est une émission de radio human, ça veut dire centrée sur l'être humain. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des gens inspirants, rayonnants et résilients et ou résilients. Et aussi, j'ai le plaisir et le grand honneur et le bonheur de recevoir des invités spéciaux que j'appelle des psychologues et des anciens ou des anciennes psychologues. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir à l'émission Témoignages de vie, Docteur Pascal Brion, qui est psychologue clinicienne, entre autres. Je vais vous dire les autres titres à par la suite. Bonjour, docteur Pascal Brion. Bonjour Alex, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter cette émission de radio à la radio dans les stations de radio suivantes, CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel, aussi à un moment donné CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis et Radio Webfree, c'est-à-dire radiowebfree.com, et à ceux et celles, et pour ceux et celles aussi qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, je vous invite tous et toutes, on dit tous maintenant, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, et cela sera aussi cette vidéo diffusée, des extraits, la vidéo complète sur Facebook et aussi Link. Donc, Pascal Brion, on dit docteur Pascal Brion parce que vous avez le PhD en psychologie de l'UQAM. Donc, en fin de compte, je vais dire tout de suite vos diplômes. Vous avez un baccalauréat spécialisé en psychologie. Vous avez aussi la maîtrise de l'Université de Montréal et, et la maîtrise, comme j'avais dit, la maîtrise de l'Université de Montréal, la maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal et le doctorat, le PhD de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. Donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes psychologue clinicienne vous appartenez à l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ. Vous êtes aussi chercheur ou chercheuse qu'on dit. Donc, vous enseignez aussi, vous êtes professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, ça veut dire à l'UQAM, et vous dirigez le laboratoire de recherche trauma et résilience à l'UQAM aussi. Donc, voilà, vous faites de la recherche et aussi de l'enseignement. Vous avez fondé et vous dirigez l'Institut Alpha, qui, par rapport au stress post-traumatique et à l'anxiété. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Sciences et Comportement. Vous avez été, Été. c'est J'ai ça, été, vous oui. avez été, c'est ça. Oui, c'est un Parce que mandat de 5 ans. c'est Oui. parfait. Donc, vous êtes spécialisé, vous êtes la spécialiste. En fin de compte, vous êtes la spécialiste du trouble du stress post-traumatique, là. Une parmi Moi, plusieurs. il y a parmi plusieurs, mais vous êtes c'est une des spécialistes québécoises qu'on aime bien par rapport au stress post-traumatique. Vous êtes une spécialiste dans l'évaluation, le traitement et l'étude du stress post-traumatique et du deuil à la suite d'une perte tragique. Et puis, vous traitez quotidiennement, en fin de compte, les victimes d'agressions sexuelles, d'actes de violence, d'accidents de la route, d'accidents au travail, de catastrophes naturelles et j'en passe. Vous avez reçu plusieurs prix. Entre autres, vous avez reçu un prix de l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ 2020-2022, parce qu'il y a chaque 2 ans l'Ordre des psychologues qui donne, en fin de compte, un prix. Donc, c'était par rapport à la rigueur scientifique et par rapport à vos réalisations professionnelles remarquables. Donc, c'était le prix professionnel de l'Ordre des psychologues du Québec. Vous l'avez reçu en 2022. Vous avez écrit, en fin de compte, 4 best-sellers à date. Mhm. Donc, félicitations, bravo, ce sont des bijoux. On va en parler de ces livrets-là.
Donc, en fin de compte, il y a eu le premier livre qui était un guide à l'intention des thérapeutes, comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique. Le deuxième livre, un guide destiné aux endeuillés, quand la mort est tragique. Ça, c'est le titre du deuxième livre, quand la mort est tragique. Vous Quand avez la mort aussi... est traumatique. D'accord, excuse-moi, quand la mort est traumatique, excuse-moi. Quand la mort est traumatique. Euh, et aussi, vous avez le livre que j'ai dans mes mains, Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et à faire confiance. Celui-là, Se relever d'un traumatisme, réapprendre à vivre et On à voit faire confiance. que tu l'as bien feuilleté, Alex. Oui, je l'ai bien feuilleté parce que j'ai lu au complet. Vraiment, j'ai tellement j'ai tellement mis pour les notes, là, en fin de compte, là, avec mes signés pour mon livre, là. Donc, c'est un bijou, c'est un excellent livre. Je l'ai beaucoup aimé. C'est tellement bien écrit, avec tact, avec la compréhension de la souffrance humaine aussi, comme on dit, comme le disent les psychologues, les cliniciens, la détresse psychologique, puis la souffrance cliniquement significative, là. Puis, en fin de compte, et il y avait le quatrième livre qui est un guide qui est un guide visant à prévenir le trauma vicariant et la fatigue de compassion chez les soignants. Ça veut dire, le titre c'est du quatrième best-seller, du quatrième livre, Entretenir ma vitalité des, des dents. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. c'est ça. Donc, entretenir ma vitalité des dents. On va parler aujourd'hui du stress post-traumatique, de la fatigue de compassion, du trauma vicariant et ainsi de suite. Donc, je vous ai écouté quand vous avez passé à Tout le monde en parle. Je l'ai réécouté hier soir. Et- Félicitations que vous avez passé à Tout le monde en parle. C'était pendant la pandémie. Donc, j'ai écouté aussi le podcast Les Psy parlent aux psy, votre entrevue à Rire DI, etc. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez dit lors des entrevues aussi par rapport à ce livre-là. Donc, on va en parler. Donc, votre parcours, en fin de compte, par rapport à vos diplômes, donc, pendant la maîtrise, vous êtes spécialisé en humanisme par rapport à Rogers. Donc, par la suite, c'était cognitivo-comportemental par rapport à votre doctorat PhD. Mhm. C'est ça. Donc, je Oui, sais, en fait, moi, je me suis beaucoup, tu vois, pendant ma licence ou mon oui, bac, oui, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, mais j'ai fait aussi beaucoup de cours d'histoire de l'art pendant OK. cette licence-là. Oui, J'étais déjà très intéressée par ce que la beauté pouvait apporter, par ce que l'art pouvait apporter. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour la psychologie et j'ai décidé de faire ma maîtrise. À ce oui, moment-là, il suffisait d'une maîtrise pour qu'on puisse être psychologue. Donc, j'ai fait ma maîtrise en humanisme, donc tout ce qui était relations thérapeutiques, l'importance du contact, l'importance de l'empathie. oui. C'était mes premières amours, en fait, en psychologie. Et j'ai parlé à ce moment-là, j'ai discuté de confiance en soi, d'estime de soi dans mon mémoire. Ça a été vraiment un coup de cœur à ce moment-là. Et puis après ces 5 ans, bien, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai changé donc d'université et je me suis spécialisée en trauma à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui ne le savent pas, ceux qui et celles qui écoutent cette émission de radio, qui vont voir la vidéo sur YouTube, entre autres. Donc, l'approche humaniste, en fin de compte, c'est la troisième force en psychologie. C'est la psychologie du soi, comme vous avez dit, l'estime de soi, la confiance en soi, l'actualisation de soi, les responsabilisations de soi, l'image de soi, etc. Là, donc, Relation thérapeutique, tout ce qui oui, se passe dans la relation, l'empathie, oui, toutes ces dimensions qui m'ont suivi tout le long, hein. Et puis, quand j'ai décidé de faire mon doctorat, j'ai décidé de jumeler une autre approche à cette approche humaniste. oui. Et j'étais très intéressée par le stress, par l'anxiété. Et j'ai rencontré un directeur qui me disait, on peut travailler sur le André stress. Marchand. C'est ça. Exactement. Oui. Il avait écrit le livre La peur d'avoir peur Oui. et qui m'a dit, ben, on peut travailler sur les attaques de panique. Et quand j'ai commencé à lire la littérature, quand j'ai commencé à lire des exemples de cas, quand je voyais ce qui se passait dans mon bureau de consultation de jeunes psychologues, bien, j'ai été très touchée par le trauma. Et on connaissait très peu le trauma à ce Mm. moment-là, en 1755. J'ai Oui. l'impression d'être très vieille. Mais à ce moment-là, on connaissait très peu le trouble de stress post-traumatique. Et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour les victimes. J'ai réalisé qu'il y avait très peu d'études sur les victimes d'agressions sexuelles.
Oui, Et j'ai décidé de consacrer mon doctorat aux séquelles des oui. victimes d'agressions sexuelles, mais aussi aux facteurs de risque qui pouvaient expliquer pourquoi certaines victimes pouvaient s'en sortir moins bien que d'autres. Qu'est-ce qui faisait que la symptomatologie post-traumatique pouvait être plus grave? Et ça a été l'objet de mon doctorat et ça a été le début d'une surspécialisation post-traumatique. Oui, c'est ça. Donc, André Marchand qui a écrit La peur d'avoir peur, là, en fin de compte, par rapport aux attaques de panique. Et puis, donc, c'est ça. Donc, là, j'ai écouté aussi le podcast Les Psy, parlent aux psy sur YouTube. Et là, que en travaillant avec les victimes d'agressions sexuelles, avec les femmes qui ont été violées, là, vous vous êtes rendu compte que c'est pas, les facteurs de protection, c'est par rapport aux attributions causales. Donc, j'ai lu ça aussi. Ça a été ma cible lors de mon doctorat, c'est-à-dire que je me suis intéressée à l'interprétation des victimes. Oui, Est-ce qu'il y a une différence dans leurs symptômes si elles interprètent le viol différemment, si elles le oui, perçoivent différemment? Quel est le rôle du self-blame ou de la mm, culpabilisation, de la responsabilisation chez les victimes dans leur parcours post-traumatique? ouais, c'est ça. Donc, s'ils font des attributions internes ou des attributions externes, puis c'est Rogers qui en a parlé de la théorie des attributions, il me semble. Abramson et Oui, Seligman, surtout. oui, c'est Oui. ça. Donc, les attributions, eh bien, les attributions internes, c'est la personne va dire c'est par rapport à ma personnalité, par rapport à mes compétences, puis En attributions fait, il y a externes. deux sortes d'attributions. Oui, Il y a des vas-y. attributions internes où Oui, la personne s'attribue la cause de l'agression oui, et l'attribution externe où la personne attribue la cause de l'agression à des facteurs qui ne lui appartiennent pas. oui, c'est Dans ça. l'attribution interne, il y a deux types d'attribution interne. Ou bien une attribution interne de comportement. Oui, J'ai traversé le parc, c'est pour ça que j'ai été agressée. Je ne me suis pas assez défendue. Je me suis habillée trop sexy. mm, Comportement ou personnalité. Je suis quelqu'un qui est faible, c'est pour ça qu'il l'a senti et qu'il m'a agressé. mm, Je ne vaux rien, c'est pour ça que j'ai été agressée. oui, Ou il peut y avoir une troisième type d'attribution causale interne qui sont nos caractéristiques physiques. Alors, évidemment, dans les attributions internes, on a donc ces trois types, attribution de comportement, mm, attribution de personnalité, oui, je suis comme ça, oui, et une attribution aussi de caractéristiques physiques. J'ai été agressée parce que je suis une femme, mm, j'ai été agressée parce que je suis grande, j'ai été agressée parce que bien, je suis belle. Trois types d'attributions causales internes. oui, Dans les attributions causales externes, on va avoir j'ai été agressée à cause de la société. mm, J'ai été agressée à cause de lui. oui, C'est un malade, c'est un fou, c'est un débile, c'est un pervers. J'ai été agressée à cause du hasard. oui, J'ai été agressée à cause du destin. oui, J'ai été agressée à cause de Dieu. Alors, on va s'intéresser, nous, comme psychologues, à l'impact de l'attribution causale oui. sur les victimes. Est-ce que les différents types d'attribution interne ou externe jouent? Et dans l'attribution interne, est-ce qu'il y a une différence dans les trois types d'attribution sur la détresse post-traumatique? Oui, exactement. Donc, c'est en fin de compte, c'est ce que les psychologues humanistes disent, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas, parce qu'il y a des affaires qui nous appartiennent pas. Mais en Donc, fait, c'est surtout ce que les cognitivistes disent. Les ouais, cognitivistes sont beaucoup intéressés à oui, oui, l'impact oui, des perceptions, oui, l'impact des pensées sur la détresse humaine. oui, Et évidemment, dans leur vision, le travail thérapeutique cible le travail des pensées, la oui, restructuration cognitive oui, des oui, pensées. oui. Et vous en parlez de la restructuration cognitive. Il y a même des exercices là à faire pour la restructuration cognitive. C'est génial, en fin de compte, qu'il y a cet encadré-là pour la restructuration cognitive. Donc, et vous êtes rendu compte, juste pour terminer par rapport à cela, donc vous vous êtes rendu compte que les victimes qui ont été, qui ont eu qui ont vécu des agressions sexuelles, ça veut dire qui ont été violées, elles ont fait plus d'attributions internes? Non, on a réalisé que les victimes qui faisaient de l'attribution interne présentaient beaucoup plus de symptômes post-traumatiques et beaucoup plus de Oui, symptômes dépressifs, c'est ça. présentaient aussi plus de honte et de culpabilité que Oui, les victimes qui avaient pourtant vécu un viol ou une agression oui, sexuelle similaire
Donc, oui, déjà, on voyait l'impact de l'attribution causale. oui, On a aussi réalisé que dans le type d'attribution interne, les victimes qui faisaient de l'attribution interne de personnalité, donc oui, plus stable, plus globale, souvent plus dévalorisante, étaient elles-mêmes encore plus souffrantes. Alors, ça nous a permis de mettre en évidence que c'est pas seulement avoir vécu un trauma qui est dévastateur, c'est aussi l'interprétation de la victime de ce trauma qui est important à considérer et que les thérapeutes doivent prendre en considération et doivent traiter avec des stratégies très pointues. Et donc, quand vous parlez de cet encadré, ben, c'est dans le livre Se relever d'un oui, traumatisme. oui. Voilà, c'est Se ça. relever d'un Et traumatisme, oui, pour essayer de voir est-ce que je peux moi-même assouplir certaines pensées qui sont rigides, qui sont oui, souffrantes oui. et qui aggravent en fait ma détresse post-traumatique. Oui, donc c'est ça, il y a un encadré pour la grille de restructuration cognitive à la page 117. Vous parlez de déclencheur, pensée automatique, émotion, comportement, passe sans cesse. Là, je le montre, c'est les cognitivistes, les psychologues cognitifs, d'approche cognitive. En fin de compte, ils font de la restructuration cognitive. En fin de compte, on le fait sur papier, puis ensuite on peut le faire mentalement aussi, là, parce que, tu sais, il y a des pensées automatiques, puis là, on veut faire restructuration cognitive, on reformule ça avec une autre phrase, en fin de compte, plus euh, euh, Type, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir moins de rigidité dans nos oui, interprétations parce que cette rigidité nous nuit en fait. Et on remarque souvent que les victimes qui ont vécu un événement traumatique, qui présentent des mots absolus oui, comme tout le monde, oui, personne, toujours, jamais, mm, présentent plus de détresse, mais aussi que les victimes qui font de l'attribution causale interne, qui ont peut-être internalisé aussi le blâme social, oui, vont aussi souffrir davantage que les autres. oui. Donc, c'est sûr que à la page 24 de votre livre, Se relever d'un traumatisme que je montre encore à l'écran, qui a été publié en fin de compte aux éditions de l'Homme. Merci infiniment aux éditions de l'Homme de me l'avoir envoyé. Euh, donc, ce que vous dites là, est-ce que vous avez écrit, puis vous êtes basé bien sûr sur les études, parce que vous êtes une chercheure assez reconnue, très reconnue, de façon reconnue mondialement, j'allais dire, parce que vous avez travaillé, vous avez donné des conférences, des formations dans plusieurs pays. Ce qu'à la page 24, c'est quelque chose de frappant là, que vous avez écrit, qui est vrai. Sommes-nous nombreux à avoir vécu un événement traumatisant, hein? Je me rappelle avec moi, j'avais pris le cours pathologie, conception dynamique avec Hélène David, qui était psychologue et qui était psychanalyste, qui s'est dirigée à la politique. Puis je me rappelle dans son cours pathologie, conception dynamique, c'était un lundi matin à 8 heures, puis elle avait dit quel mot on a dans le mot trauma, on a le mot trop, parce que c'est trop pour la personne. C'est pour cela que ça devient un trauma. Moi, j'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné dans les cégeps pendant plus que 20 ans. Donc, ça me fait énormément plaisir que vous soyez là. Donc, vous écrivez à la page 24. Certains événements sont-ils plus courants que d'autres? Selon les études, il semble en effet que près de 90% des gens dans la population générale vivront au moins un événement traumatisant au cours de leur vie. Et là, vous nommez la statistique. En fait, plus tard, dans le troisième paragraphe ici, en fait, les données indiquent que près de 30 à 40% des femmes rapportent avoir été victimes d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge adulte. Puis je l'avais vu aussi, je l'avais écouté les médias dans le temps. Cette statistique-là, c'est ça, c'est 30-40% des femmes qui ont déjà vécu des agressions sexuelles ou qui vont le vivre à un moment donné de leur vie, ce qui est énorme. Donc, vous parlez aussi des Quand on parle désastres. de 90% des gens qui ont vécu un trauma, il ne faut pas oublier qu'on a dans ces études Oui, le premier trauma le plus 60%, là, l'annonce de prévalent. la mort soudaine. C'est ça, c'est la mort subite et tragique d'un proche. Oui, Donc, vous êtes au travail, le téléphone sonne, on vous dit que vous avez un proche qui est décédé tragiquement. oui, Alors, c'est vraiment le trauma le plus commun. oui, Et malheureusement, bien, un trauma très commun aussi, en plus des catastrophes naturelles ou d'un accident de la route ou d'un accident au travail sur un chantier de construction ou d'être témoin, hein, d'horreurs comme mm, nos policiers, policières, ambulanciers, ambulancières, nos militaires, oui, ben, c'est l'agression sexuelle. Et oui, malheureusement,
on assiste justement à ces données qui nous indiquent que bien, beaucoup de femmes ont été agressées sexuellement dans leur enfance, Oui. euh, souvent par des personnes qui devaient prendre soin d'elles. Mm, Quand on parle d'inceste, par exemple, ou oui. d'agression sexuelle dans des activités sportives ou bon, ben, des activités de loisirs, mais aussi plus tard, les agressions sexuelles sont aussi quelque chose qui est encore une fois trop commun. Oui. Heureusement, dont on parle de plus en plus, qu'on étudie de plus en plus, on connaît de mieux en mieux les séquelles et on connaît de mieux en mieux les traitements, mais il reste néanmoins que ça reste une statistique qu'on aimerait beaucoup baisser. Oui, c'est sûr. Puis on parle de 40% des gens de la population générale qui vont vivre à un moment donné, qui vivront à un moment donné d'agression physique, 30% qui vont assister à la mort ou à la blessure grave d'une autre personne, 30% qui vont être victimes à un moment donné d'un accident de voiture, 17% d'un désastre naturel. Donc, avant, dans, avant, on parlait seulement des guerriers, donc vous va parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, ça Évidemment, vraiment... nos militaires les militaires nous Oui, ont, la psychiatrie militaire a beaucoup contribué à l'étude du trauma. oui, On a eu des médecins qui accompagnaient des troupes au combat lors de la guerre, de la première grande guerre, hein, la oui, guerre. Et donc, on a assisté à des symptômes étranges chez les rescapés, évidemment, oui, de personnes qui allaient sur le champ de bataille. oui, Lors de la Deuxième Guerre mondiale, notre étude s'est raffinée parce qu'on a oui, pu parler à ce moment-là non plus seulement de choc des tranchées, mais de névrose traumatique. mm, Et puis, on a aussi eu beaucoup d'études sur les rescapés des camps de concentration oui, parce que ça a aussi été une population extrêmement traumatisée, oui, qui a été souvent invisible. oui, On a étudié même le transfert transgénérationnel du mm, trouble de stress post-traumatique dans cette population et ça a ému le monde entier, ce qu'ils avaient vécu. Alors, ça aussi, tous ces horribles événements sociaux ont contribué à l'étude du trouble de stress post-traumatique. Évidemment, on a eu aussi la guerre du Vietnam oui, en Amérique du Nord oui, nous a tous émus et qui a oui. contribué à la reconnaissance du diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Alors, tous ces événements ont fait en sorte qu'on étudie en fait l'impact du trauma sur la psyché humaine. Oui. Donc, étant donné que ça va passer à Radio Shalom, c'était belle émission avec Dr Pascal Brion. Donc, oui, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, qui ont été tués dans les camps de concentration. Et aussi, par rapport à la guerre du Vietnam, du Vietnam, je me rappelle dans le temps que j'avais vu le film avec Tom Cruise, Born on the 4th of July, né le 4 juillet. Born on the 4th of July, qui était vraiment, quand il était en chaise roulante, puis qui était un ancien guerrier du Vietnam. Puis on voit vraiment le stress post-traumatique, donc je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est ça, dans ce film-là, ben, ça représente bien le stress post-traumatique parce que on voit qu'il y a des cauchemars, la reviviscence des événements. Donc, le trouble du stress post-traumatique, moi j'ai suivi des formations avec psychologue, psychiatre, psychanalyste, sexologue. Puis j'ai suivi je n'ai jamais été psychologue clinicien appartenant à l'ordre des psychologues, euh, mais j'ai suivi des formations sur le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique de troubles mentaux, qui ont dit que le trouble du stress post-traumatique a reçu une promotion, entre guillemets, parce qu'il est maintenant à part. Hein? C'est ça. Oui. Il est maintenant à part, Il puis a c'est fait ça. partie depuis le DSM 3, 3R, 4, Ouais. etc. Il faisait partie des troubles anxieux parce Oui. qu'évidemment, on voyait beaucoup d'anxiété. Mais le DSM est un outil qui bouge Ouais. avec ce que la société vit, avec Mm. nos perceptions des différents troubles. Et dans la dernière édition, bien, on a sorti le trouble de stress post-traumatique des troubles anxieux pour le mettre dans une catégorie à part qui Oui. est les troubles liés aux événements ben, traumatisants, Oui. aux capacités adaptatives. Donc, on en retrouve aussi dans le DSM-5 TR, tout récent, le Oui. deuil prolongé Oui. qui a changé, qui était autrefois un trouble à l'étude, mais qui maintenant est devenu un trouble officiel pour désigner les endeuillés qui continuent à démontrer des symptômes de deuil intense
souvent suite à un deuil tragique, après 12 mois. Donc, si cet endeuillé présente des symptômes incapacitants après 12 mois, il y a un nouveau diagnostic qui est apparu dans le DSM-5 TR. Alors, c'est effectivement un outil en mouvance, le DSM-5, souple, qui prend en considération les dernières données de recherche, mais aussi les intérêts sociaux pour certains troubles. Et le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, est effectivement maintenant dans une catégorie à part avec le trouble de stress aigu, Oui. euh, qui concerne presque ce qu'on appelait autrefois l'état de choc. Oui, bien sûr. Mais avant de parler de ce que vous avez écrit à la page 30 et 31, euh, c'était en 1980 j'ai lu dans votre livre qu'on a commencé plus à parler du stress post-traumatique. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui s'est prononcée, l'American Psychiatrists Association, la, la Société américaine de psychiatrie. Donc, ça fait seulement comme presque 45 ans quand l'émission va être diffusée, que ça fait 45 ans. Donc ça, c'est quand même récent parce que c'est quand même récent c'est excellent qu'on en parle parce qu'il faut en parler. Et là, aussi, dans Tout le monde en parle, vous avez parlé aussi du déni quand il y a des catastrophes. Donc, on sait qu'il y a des gens aussi qui ont fait du déni par rapport aux 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, là. Donc, Et, c'est... Ouais, effectivement, quand le trauma est horrible, oui, et c'est ce qu'on a pu voir non seulement dans la population autour des camps de oui, concentration, mais aussi dans les rescapés. oui, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mots pour pouvoir désigner. On avait appelé ça le syndrome des camps de concentration ou oui, le syndrome de la Deuxième Guerre. Mais quand les vétérans de guerre revenaient chez eux ou oui, quand les rescapés des camps de concentration revenaient chez eux, il y avait une impossibilité de pouvoir nommer l'horreur. Et oui, ils avaient eux-mêmes une retenue face à leur entourage. Est-ce que je vais être cru? Est-ce que je vais être validé? Est-ce qu'on va dire que j'exagère? Un grand auteur a déjà dit, plus la réalité est grave, moins on la croit. Alors, mm, les gens avaient l'impression, et ça ne se ne connaissait pas, c'était très associé à de la faiblesse ou à de la folie. Et oui, donc, on a pu remarquer qu'une grande génération de ces personnes traumatisées qui avaient ou vécu la Deuxième Guerre mondiale comme civils, comme militaires, comme soldats ou comme rescapés de ces camps de la mort, qui avaient vécu la Shoah, bien, n'avaient oui, pas parlé de ça. Elles mm, n'avaient pas de mots pour en parler, mais présentaient quand même de l'évitement, des réactions très fortes pendant la nuit, de cauchemars, oui, pouvaient pleurer, crier dans leur sommeil, pouvaient mm, avoir des souvenirs intrusifs, des flashbacks. Et on a pu remarquer que ces symptômes pouvaient se manifester aussi dans la deuxième génération, oui, de façon non dite, de façon latente. Donc, on a, en plus d'étudier le trouble de stress post-traumatique, comment est-ce qu'on pouvait aider ces victimes à mieux digérer l'horreur qu'ils avaient vécue, mais on a aussi réalisé qu'il y a des choses qui se transmettent sans les mots et que ça peut aussi laisser des séquelles dans la deuxième génération. C'est donc non seulement intéressé aux troubles de stress post-traumatique, mais aussi à la transmission transgénérationnelle du trauma. oui, bien sûr, on parle de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je voudrais qu'on en parle par rapport aux réactions post-traumatiques. Ce que j'ai aimé aussi dans votre livre, ce que j'ai trouvé génial, c'est quand vous parlez de la convalescence post-traumatique. Parce que c'est vraiment une convalescence, en fin de compte, post-traumatique, de relever, comme vous dites, d'un traumatisme, en fin de compte, d'être résilient, de rebondir. Puis il y a aussi l'auteur qui a écrit, je ne sais pas comment le prononcer, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Nietzsche qui disait Nietzsche, c'est ça. ça. Nietzsche, Oui, c'est c'est ça. quand même beau. Oui. Oui, ce Et ça a qui, été cette phrase, ce qui ne nous tue pas nous renforce. oui, On s'est demandé scientifiquement, est-ce que c'est vrai? oui, Est-ce que c'est vrai que ce qu'on vit nous rend plus fort? oui, Et la science a pu nuancer cette affirmation, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on voit, c'est que si on ne vit rien, hein, aucune adversité, oui, on est souvent plus anxieux, on a souvent moins de capacité adaptative que des personnes qui vivent des événements stressants oui. ou même des événements traumatiques. Mm, Là où la science change un peu cette affirmation, c'est que quand l'événement est très traumatisant,
là, c'est pas vrai que ça peut nous rendre plus forts, ça peut nous faire vaciller, ça peut nous faire perdre tout notre équilibre, ça peut Oui, nous presque nous détruire. Et c'est là où on ne peut pas s'en sortir tout seul et c'est là peut-être qu'il faut une aide supplémentaire. Donc, on remarque que dans l'adversité, ben, c'est très sain d'en vivre dans le courant de notre vie. Par contre, quand cette adversité est traumatisante, bien là, c'est pas nécessairement le cas que ça nous renforce tout seul. Il faut quelquefois avoir de l'aide pour qu'on soit non plus en trouble de stress post-traumatique, mais qu'on soit en croissance post-traumatique. oui, c'est ça ce que je voulais vous en parler parce qu'on en a parlé avec j'ai reçu aussi la Sylvie Boucher comme psychologue qui appartient à l'Ordre des psychologues du Québec, puis elle parlait de la croissance post-traumatique là. Donc la croissance post-traumatique, comment vous le définissez? Ça serait quoi? Bien, quand on parle de résilience, bon, Oui, si je vis par exemple une agression sexuelle ou une agression physique, oui, que je fais ma convalescence post-traumatique, la résilience, c'est la capacité à rebondir. oui, C'est la capacité, après cette convalescence, à retrouver le même niveau de fonctionnement oui, que ce que j'avais avant. oui, Euh, la oui. croissance post-traumatique, c'est non seulement je retrouve le même niveau de fonctionnement, mais je suis capable même d'avoir fait des acquis lors de cette Ah, convalescence. ok, je Je comprends. réalise que mes priorités sont différentes. Oui. Je réalise que j'ai toujours voulu aller à l'université. Je me suis Hmm, jamais permis d'y aller. Cette agression sexuelle m'a montré à quel point la vie était courte, à quel hmm, point la vie était précieuse, mais je vais aller vers mon rêve. oui. Ça m'a peut-être fait remettre en question mon réseau, dire, bien, il y a peut-être des amis qui sont en fait pas très aidants. Hmm, J'ai pu réaliser dans cette adversité qu'il y a des gens qui étaient nuisibles pour moi. Je réorganise mon réseau. Alors, la ok. croissance post-traumatique, c'est je retrouve le même niveau de fonctionnement, mais je fais même des acquis Oui. supplémentaires au plan spirituel, au plan humaniste et même quelquefois au plan très concret dans comment j'organise ma vie, quelles sont mes priorités de vie. Est-ce que je travaille toujours autant ou au contraire, je me centre sur des valeurs plus existentielles? Là, on est dans la croissance post-traumatique. Merci infiniment d'avoir précisé cela pour la croissance post-traumatique. Oui, là, je comprends parfaitement. Donc, il y a aussi l'auteur, le conférencier, le psychologue, psychiatre, psychanalyste Boris Cyrulnik, qui est un juif qui a vu ses membres de sa famille quand il avait 8 ans et demi qui ont été tués devant ses yeux. On l'a mis en prison aussi à 8 ans et demi. Boris Cyrulnik, qui a écrit les livres Les vilains petits canards, merveilleux malheur sur le. Lui a parlé de la résilience, en fin de compte. Entre autres, c'est un auteur par rapport à la résilience comme un fer qui rebondit, la malléabilité Mhm. aussi. Donc, Boris Cyrulnik. J'ai suivi sa masterclass de 30 minutes sur Facebook. Je pense que, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que l'Association des psychologues du Québec l'avait invité, Boris Cyrulnik, il y a plusieurs années, hein? Il me semble il y a plusieurs années. Donc, j'aimerais qu'on en parle des symptômes du trouble du stress post-traumatique. Parce que là, vous en parlez. Mes réactions post-traumatiques, les symptômes post-traumatiques à la page 30 et 31. Donc, je vais vous laisser la parole parce qu'on a la reviviscence, l'évitement, etc. Mais je voulais aussi savoir, mettons, quelqu'un qui a seulement la reviviscence, les cauchemars pendant la nuit, euh, ça prend combien de symptômes, vous comprenez, pour que ça soit du stress post-traumatique? Puis sinon, si jamais la personne n'a pas assez de symptômes post-traumatiques, dans ce cas-là, ça devient un trouble de l'adaptation, j'imagine. Je vais vous laisser la parole, docteur D'accord. Pascal Brion. Vas-y, allez-y, allez-y. Alors, bien, ce trouble a connu plusieurs modifications au fur et à Oui, mesure de différentes nosologies diagnostiques. Et actuellement, on a quatre critères importants pour qu'on puisse diagnostiquer un TSPT ou trouble de stress post-traumatique. oui, Le premier critère, c'est les reviviscences. Donc, ça oui, veut dire que la personne est envahie de flashbacks oui, et qu'elle a des cauchemars de ce qui mm, s'est passé ou des rêves perturbants. oui, Elle peut aussi avoir l'impression de réagir de la même façon que lors du trauma oui, quand elle
exposé à des stimuli similaires. Donc, Oui, Pascal, j'ai vécu un vol à main armée. Dès que je vois une banque oui, ou qui ressemble à l'endroit où ça s'est passé, je me sens mal, j'ai des palpitations, j'ai des sueurs froides, j'ai des étourdissements. Réactivation du trauma. Alors ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère d'évitement. oui, Et dans le DSM, on a défini deux évitements. L'évitement interne, ah, je ne veux pas penser à ça, je ne veux oui, pas euh, avoir des souvenirs de l'événement, je vais me distraire, je ne veux pas parler de ça. Évitement interne ou évitement externe, c'est-à-dire évitement de tous les stimuli extérieurs. Je ne passe plus dans ce parc, je ne veux plus regarder ce genre de film, je ne veux pas faire une émission de radio sur la question, je oui, ne veux même pas l'écouter, je ne veux pas reprendre la route, etc. Le troisième critère, c'est le critère d'altération. Alors, il y a eu aussi des modifications, mais maintenant, on considère que le trauma n'a pas qu'un impact physiologique, il a aussi un impact sur les émotions oui, et il a un impact sur les perceptions de la personne, les cognitions. oui, Donc, la victime présente, bon, un sentiment d'être engourdi, un sentiment d'être un peu dissocié, détaché émotivement. Et puis, elle a aussi une perception du monde, de la vie, de la société qui a oui, été modifiée par le trauma. Je ne suis plus la même dans ma vision du monde. Et enfin, le quatrième critère, c'est le critère d'état d'alerte. C'est-à-dire que la personne sent vraiment qu'elle a vécu le pire événement de sa vie mm, et que depuis ce temps, elle est constamment en état de vigilance. oui, Cette vigilance peut entraîner une irritabilité, des gens qui vont dire j'explose à tout moment, je suis constamment exaspérée, irritable. Je suis aussi constamment en état d'alerte. Donc, je ne peux pas dormir, je ne peux pas m'abandonner au sommeil, je suis constamment vigilante. Et on considère qu'il faut au moins avoir un critère de chacun, dans certaines catégories même deux critères. Mais le critère le plus important, c'est j'ai pas juste un de ces symptômes. J'ai un symptôme j'ai un moins un symptôme, une manifestation de chacun des ah, ok, critères. Et ces critères affectent ma qualité de vie. Ils Je m'empêchent d'aller au comprends. travail, ils m'empêchent d'avoir des relations sociales Mm, satisfaisantes, des oui. relations interpersonnelles. Ça a affecté mon couple, ça a affecté ma famille, ça affecte mes études. Et tout ça fait en sorte qu'on peut diagnostiquer un TSPT. Oui, parce qu'il faut, comme le disent les psychologues cliniciens, moi je suis pas psychologue clinicien, mais comme le disent les psychologues cliniciens, il faut qu'il y a, il faut que ça altère le mode de fonctionnement, là, que ce soit professionnel, amical, amoureux, etc., puis qu'il y ait de la détresse psychologique et de la souffrance cliniquement significative. Donc, mettons que la personne a quitté son emploi puis a seulement des cauchemars, la reviviscence des événements pendant la nuit, mais qui n'a pas les autres critères, est-ce que c'est pas du stress post-traumatique? Voilà. On va Ok, c'est considérer ça. qu'elle a certains symptômes. On pourrait Ouais, diagnostiquer à cette personne qu'elle a des symptômes post-traumatiques, c'est mais ça. pas assez pour qu'on diagnostique un trouble de stress Ouais, post-traumatique. c'est ça. Et puis, quelquefois, on va effectivement diagnostiquer un trouble de l'adaptation pour dire Ouais, ça a été difficile parce que tout événement d'adversité n'est ouais, pas un trauma. ouais. Ouais, ouais, Si j'ai un déménagement, ouais, si j'ai des difficultés financières, si je vis une rupture amoureuse, si je vis une rupture amicale, ce sont des événements stressants. Mais pour nous, on considère que ce ne sont pas des événements traumatiques, même si dans la population générale, les gens vont dire, ah, ça a été traumatisant. Bien, on ne veut pas non plus que tout tombe sous le joug du TSPT. On ouais, va constater que cette personne a des difficultés à s'adapter à un événement douloureux, ouais. perturbant, désagréable, et donc c'est un trouble d'adaptation. Ouais, je comprends. Mais oui, je comprends, ce serait un symptôme post-traumatique, là. Il y a une différence entre symptôme post-traumatique puis avoir le trouble du stress post-traumatique. À la page 66, vous parlez du soutien de l'entourage. Puis c'est vrai qu'il faut être bien entouré. Pas des gens qui nous blâment pour ce qui est arrivé, parce que c'est ça ce qu'on avait dit, ce que vous avez dit en entrevue, c'est ça, parce que ça m'a fait rappeler que dans le temps, je sais pas si ça se fait encore, que l'avocat disait à la femme qui a déjà vécu un viol, comment, la fameuse question, comment vous étiez habillé?
Est-ce que vous étiez habillé de façon sexée? Donc là, on veut plus que ça soit ça. On veut plus blâmer la victime. Il faut pas blâmer la victime. Le soutien de l'entourage, les gens qui nous soutiennent, parce qu'on est démunis, fragiles, comme vous dites à la page En fait, 66. Alex, on sait que le soutien de l'entourage, c'est une des variables les plus importantes pour la Oui, convalescence post-traumatique. oui, Et on sait aussi que le soutien a tendance à ne durer que 3 mois. OK, On sait que c'est pour ça que j'ai écrit à la toute fin de ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle Chapitre dédié à votre entourage. oui, Si vous-même vous avez vécu un événement douloureux, difficile, tragique, bien, vous pouvez demander à votre entourage de lire ce chapitre. oui, Et l'objectif, c'était de favoriser que l'entourage puisse être plus approprié, adéquat, soutenant avec les victimes, parce qu'on sait que c'est une variable très importante dans la convalescence. Et oui, on sait aussi que l'entourage a tendance à se mettre bon, en mode aidant, mais qu'après 3 mois, il a aussi tendance à délaisser la victime. Hein. On va avoir des phrases, la victime va entendre des choses comme get over it, ouais, c'est ça. reviens-en, Ouais, c'est fini, mets ça derrière toi, regarde en avant. Vous avez toutes ces phrases de psychopop qu'on entend ouais, et on sait que ce n'est pas aidant pour la victime. non, Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'entourage puisse voir ce soutien comme un marathon, oui, être là plus longtemps pour la victime, l'accompagner plus longtemps et ne pas s'épuiser lui-même après 3 mois, parce qu'après 3 mois, c'est ce qu'on voit, ouais, l'entourage déserte la victime parce qu'il est ouais. épuisé. Oui, et comme je l'ai écrit dans mon livre, je le monte à l'écran, le livre s'est très bien vendu pendant 7 ans. Il reste plus aucune, Oh, bravo! aucune copie du livre. La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué. La préface qui a été écrite par Yvon Dallaire, le regretté, le distingué Yvon Dallaire. Donc, je le monte à l'écran parce que dans ce livre-là, je parle des violences, hein, des 6 types de violences. Et je dis les statistiques une ou 2 ou 3 personnes sur 10 va porter plainte, que ce soit pour n'importe quel type d'agression. Donc, c'est 10 à 30% des gens qui vont porter plainte pour n'importe quel type d'agression, ce qui veut dire, comme vous dites, par rapport aux poursuites judiciaires et aux criminels, c'est pas tout le monde qui veut, en fin de compte, porter plainte, aller en cours parce que ça peut être aussi traumatique d'aller témoigner et de revivre tous ces événements-là en, en cours, en témoignant, là, en tant En que fait, victime. c'est vrai que c'est 30 à 40 des gens qui vont dénoncer Ouais, suite à un trauma, mais oui. pour les victimes d'agression sexuelle, c'est moins de 10. Ah oui? Oh my Oui. God. Ok, je Donc, comprends. les données montrent que c'est encore plus difficile pour les victimes d'agression sexuelle de dénoncer le Oui, viol. Et on espère effectivement sensibiliser le système de justice, oui, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de soutien pour les victimes. Parce que, comme vous l'avez dit, oui, le procès peut être effectivement un moment d'empowerment, un oui, moment important pour dénoncer, un moment de fierté, mais ça constitue aussi un facteur de stress qui peut faire augmenter momentanément les symptômes post-traumatiques. Et oui. donc, on accompagne les victimes quand elles vont en procès pour essayer d'atténuer les effets négatifs de cette expérience et faire en sorte qu'elles puissent aller au bout de leur volonté, Oui, je à comprends. leur rythme. Oui, bien sûr. Et à la fin de ce livre-là, qui est un bijou, un best-seller, un bijou sur relevé de traumatisme, vous parlez des exercices de relaxation, par exemple, de Dr. Jacobson, les exercices de respiration, comment s'en sortir. Donc, je vais inviter les gens à lire et à se procurer ce livre-là, l'édition 2023 que j'ai présentement. Ça a été réédité plusieurs fois, ce livre-là, vraiment. Là, et je voudrais qu'on ait le temps, parce que le temps file, qu'on ait le temps de parler du quatrième best-seller, qui est c'est attendez une seconde, là. Vous l'avez écrit par rapport aux soignants. Donc, Oui, le livre, c'est Entretenir ma vitalité des dents. J'ai écouté voilà. l'émission à RDI. Et dans ce livre-là, vous parlez du trauma vicariant, OK, et de la fatigue de compassion. Donc, j'aimerais qu'on ait le temps d'en parler. Donc, Oui, trauma vicariant, moi, étant donné que j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent, j'ai donné tous les cours au Cégep de Saint-Laurent, j'ai enseigné le conditionnement
l'apprentissage, excuse-moi, l'apprentissage vicariant, et je disais, qui dit vicariant dit émotion. Donc, l'apprentissage vicariant, c'est le fait qu'on regarde le modèle, qu'on répète les mêmes comportements qui est là. Le modèle est intégré, remplacé par la personne pour les conséquences que cela peut avoir, puis les conséquences peuvent être dangereuses, là, en fin de compte, comme Cécile qui était la sosie de Marilyn Monroe, ça a passé à la presse 1989, qui s'est donné la mort, qui a pris des pilules puis la vodka comme Marilyn Monroe. En fin de compte, j'ai montré ça. C'était dans la presse 1989. Le sosie de Marilyn se donne la mort. Le titre. Donc, trauma vicariant. On a le mot trauma vicariant. J'aimerais vous entendre parler de c'est quoi ce trauma vicariant-là. D'accord. Oui, Bien, merci. Alex, en fait, après toutes ces années, moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis psychologue, hein, Oui, après toutes ces années à accompagner des victimes de trauma, oui, mais aussi à accompagner des endeuillés par mort tragique, parce que oui, je reçois des parents qui ont eu des enfants assassinés, qui ont eu des enfants suicidés, je reçois des personnes qui ont vécu toutes sortes de traumas. Euh, je recevais aussi beaucoup de cliniciens qui me disaient, je ne suis plus capable de continuer à faire mon métier. Et ça OK. m'a beaucoup émue, ça, parce que je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a des psychothérapeutes, des soignants qui trouvent que leur métier est trop douloureux? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et je l'ai appelé Entretenir ma vitalité d'aidant parce que ça désigne tous les soignants, Oui, tous les professionnels de la santé mentale, tous les professionnels de la santé physique, mais aussi les travailleurs humanitaires hein, qui ne se considèrent pas comme des soignants. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé aidant. Comment est-ce que je peux aider ces personnes-là à continuer à faire leur métier longtemps et avec plaisir, même s'ils entendent toute la journée des horreurs, même oui, s'ils sont en contact avec la détresse psychique de leurs patients, s'ils sont en contact avec des gens qui leur racontent des événements tragiques. Et ça a été ça, ce livre qui est sorti dernièrement, parce que je me suis dit, bien, j'aimerais qu'on puisse aider aussi les soignants, ceux qui sont dans l'ombre, qui sont invisibles, mais qui font un métier si important. Comment se fait-il qu'il y en ait tant qui quittent le réseau? Comment se fait-il qu'il y en ait tant qui décident mm, de changer de carrière? Et donc, je me suis intéressée à deux syndromes, le syndrome de fatigue de compassion, cette espèce de lassitude, cette impression que le mandat est trop gros, cette impression d'impuissance, mm, cette remise en question de notre métier, fatigue de compassion, cette difficulté de continuer les liens avec l'humain. Hein, les aidants, les soignants vont dire, Pascal, je suis plus capable de voir des humains parce que les humains sont toujours souffrants quand je les rencontre. Et puis, je me suis intéressée au deuxième syndrome, qui est le syndrome de trauma vicariant, c'est-à-dire, à force d'écouter des femmes qui ont été agressées sexuellement, mais depuis ce temps, Pascal, je ne vois plus les hommes de la même façon. OK, je comprends. Alors que moi, je n'ai pas vécu d'agression sexuelle. Mm, À force d'écouter des femmes qui ont été violées, ben là, j'ai peur de traverser le parc, je comprends. j'ai peur de prendre le métro moi-même. Ou, la dernière fois que j'étais dans le métro, il y a un homme qui est rentré et moi-même, j'ai sursauté parce que j'ai reconnu des caractéristiques de l'agresseur de ma patiente. Ouais, je comprends. Pas mon agresseur à moi, l'agresseur de ma patiente. Alors, quand on parle de trauma vicariant, on parle de symptômes post-traumatiques par procuration. Oui, il s'identifie à la victime d'une certaine façon, non? Ben, en fait, il y a une contamination OK, c'est ça, contamination, c'est ça. de la, nous, on appelle ça de la structure de peur post-traumatique, mais pour faire plus Oui, simple, on a une oui, contamination des stimuli conditionnés. Donc, oui, je commence à avoir peur des mêmes choses que mes patients que je oui, rencontre tous les jours. Et donc, voilà, je me suis intéressée à ces deux syndromes pour essayer de d'abord les faire connaître auprès des soignants, des intervenants psychosociaux, oui. des travailleurs humanitaires, et puis qu'on puisse développer des stratégies, mais aussi la recherche pour cette population, pour les aider à continuer à faire ce métier. Oui. Et en 2013,
On a un collègue, je vous rassure, là, c'est pas du tout un collègue qui Oui. était proche de nous, mais on a appris qu'il y a un collègue psychologue dans l'armée américaine qui s'était suicidé. Ah oui. Ça nous a aussi émus en disant, bien, ça prouve hein, qu'on n'est pas invulnérable et Ouais. que ce qu'on écoute tous les jours peut aussi avoir un impact sur le professionnel. Oui. Alors, comment mieux s'en prémunir? Comment se dire qu'on n'est pas justement au-dessus de tout ça, qu'on n'est pas invulnérable? Mais c'était l'objet de ce quatrième. Oui, de ce quatrième livre best-seller, Entretenir ma vitalité des dents. Vous avez dit ça aussi à RDI pendant les 5 minutes, environ 6 minutes d'entrevue, que ça s'adresse aussi aux proches aidants, aux aidants naturels. J'imagine que ça s'adresse aussi aux pères aidants aussi, parce qu'on a eu Lick Vigneault, qui est un père aidant, qui a écrit « Je suis une personne, pas une maladie » avec les autres auteurs en collaboration. On va avoir Gabriel Julien comme père aidant aussi à l'émission Témoignage de vie. Donc là, je comprends le trauma, parce que j'ai pas lu le livre, mais je comprends le trauma vicariat, mais c'est nouveau qu'on en parle de ça, là, parce que moi, j'en ai pas entendu parler. Oui, Donc, on n'en parlait pas dans nos formations. donc c'est ça. Vieux, c'est ça. Mais maintenant, j'espère qu'on va en parler davantage. Et je vous dirais qu'on en parle de plus en plus au Québec, Oui, mais encore trop peu en Europe. Alors, OK. en Europe, il y a encore cette vision psychanalytique du professionnel qui doit être neutre, Oui, qui est au-dessus de ça, et d'avouer que certains patients nous émeuvent plus que d'autres, nous touchent plus que d'autres. Quelquefois, c'est considéré encore comme de l'incompétence professionnelle. ce n'est Alors pas. voilà, on est en train de défaire certaines exigences irréalistes Oui, pour permettre aux professionnels de pouvoir parler plus facilement de leur métier. Ils sont tellement précieux oui, qu'on veut les garder hein, aussi, on veut qu'ils soient bien dans leur métier, on veut qu'ils soient capables de continuer à faire ce travail, parce oui. que sinon, c'est un deuil professionnel. C'est Oui, à ça que j'assistais dans mon bureau, des collègues qui me disaient, je décide de quitter, mais c'est oui. un gros deuil. Mais c'est sûr, c'était un gros deuil aussi. Je me rappelle, j'avais entendu de bouche à oreille une psychologue, je ne sais même pas c'est qui, c'est quoi son nom, une psychologue qui avait eu son enfant qui a été frappé par une voiture quand il avait 10 ans, puis il n'était plus capable, des psychologues par la suite, d'être empathique, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que la personne vit. J'aimerais juste terminer avec ce quatrième livre qui est un excellent livre aussi, après avoir entendu ce que vous dites par rapport à ces deux syndromes, la fatigue de compassion. Parce que moi, dans le temps, j'ai écouté une petite pilule, une petite granule, puis je suis sûr que les gens ont écouté cette émission de télévision à Télé-Québec, une petite pilule, une petite granule, puis il parlait du stress de compassion. Le stress de compassion, qui ont dit que la personne n'est pas capable d'être empathique, qu'elle se sent impuissante, puis j'avais aussi j'avais écouté le témoignage de José l'Italien, qui enseigne maintenant à temps plein au Collège de Valleyfield en psychologie, qui enseignait à temps partiel, je pense, ou à demi-temps, en tout cas, puis qui faisait aussi psychologue clinicienne, puis qui avait choisi, après avoir vécu le stress de compassion, de ne plus être psychologue clinicienne, appartenant alors des psychologues, et elle a quitté la profession de psychologue clinicienne, et maintenant elle est professeure en psychologie, enseignante en psychologie au Cégep de Valleyfield, elle a le doctorat aussi au Collège de Valleyfield. Donc, le stress de compassion, puis la fatigue de compassion, on appelle fatigue de compassion aussi usure de compassion peut-être, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une différence entre stress de compassion puis fatigue de compassion? Je n'en ai pas fait dans ce livre parce OK. qu'effectivement, comme vous le mentionnez si bien, Oui, c'est tellement un domaine nouveau oui. que on n'a pas encore, on ne s'est pas entendu sur les différents termes. OK. Alors, pour la fatigue de compassion, moi, c'est le terme que j'ai choisi qui regroupe stress compatissant ou stress compassionnel. OK. Il regroupe aussi usure de compassion. Je trouvais que OK. de compassion était plus évocateur, plus précis. Et les recherches scientifiques utilisent davantage compassion fatigue pour étudier empiriquement, scientifiquement le concept. Donc, je l'ai appelé fatigue de compassion. De la même façon, j'ai choisi trauma vicariant et non Oui. pas trauma secondaire, OK. aussi utilisé en recherche, mais qui tend à disparaître tranquillement. Donc, j'ai dû faire des choix éditoriaux. Oui. Je vous dirais que fatigue de compassion regroupe stress de compassion, stress compassionnel, usure de compassion, et trauma vicariant regroupe aussi trauma secondaire. Parfait. Donc, on sait qu'il y a des psychologues aussi, que c'est un métier qui est très
exigeants aussi, comme le fait d'être enseignant. Les enseignants, l'école primaire, secondaire, même cégep, c'est un sujet tabou dont on n'en parle pas, mais on en fait aussi des burn-out, les médecins aussi. Donc, ceux qui font des burn-out, d'épuisement professionnel ou n'importe quel type d'épuisement avec Dany Beaulieu, la psychologue, autrice renommée internationale. J'ai pris des formations avec elle là, sur l'intelligence émotionnelle, en fin de compte, et les relations interpersonnelles. Elle parlait qu'il y a 500 types d'épuisement là. On peut aller voir sur Internet. Donc, ceux qui font un type d'épuisement en tant que psychologue, comme épuisement professionnel, ils sont dans la fatigue, ils pourraient être dans la fatigue de compassion, là. En fait, ces deux syndromes peuvent Oui, toucher toutes les personnes qui travaillent avec des humains oui, souffrants. oui, c'est Donc, ça. effectivement, toutes les professions que vous avez nommées. De façon très intéressante, j'ai eu aussi des demandes de conférences par des gens qui sont dans le domaine juridique. OK. Nos juges, par exemple, ou nos procureurs, Oui, avocats dans la cour criminelle qui ne sont pas du tout formés à encaisser émotivement des horreurs au oui, tribunal, à voir des scènes horribles sur vidéo, à écouter des preuves qui peuvent être perturbantes. Bien, en psycho, on apprend à pouvoir encaisser la douleur d'autrui et à pouvoir gérer des images troublantes, mais dans d'autres milieux, ça se fait beaucoup moins. Alors là aussi, je voulais les sensibiliser au fait que ce n'est pas anodin d'entendre certaines choses dans une salle de cours. oui, Quand on est juré, quand on est juge ou oui, procureur, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux tolérer, enquêter certains détails traumatiques oui. pour continuer à faire ce métier, encore une fois, longtemps et avec plaisir. Oui, bien sûr, parce qu'on veut pas qu'ils quittent. Ce sont des gens qui sont vraiment des personnes ressources, Sont des anges précieux. gardiens. On parlait des anges gardiens pendant la pandémie. Donc, vous donnez des conférences, des formations. J'aimerais juste vous entendre parler de l'Institut Alpha, parce que je suis allé voir le site de l'Institut Alpha. Je suis allé voir, est-ce que je reconnais de nom les psychologues qui sont là? La seule psychologue que j'ai reconnue, c'est Nathalie Drouin, qui était d'un nom au service. Elle est de notre génération, Elle c'est était pour notre ça. génération, exactement. Moi, je suis X, Oui, là, oui, il y a elle les est, baby boomers. on est rendu trop vieux. Oui, oui, c'est ça. Donc, Nathalie Drouin, qui a été psychologue au service de l'orientation et de consultation psychologique de l'Université de Montréal, que ça a changé de nom, en fin de compte, par rapport à la santé. Cet institut Alpha, c'est vous qui l'avez fondé. Vous êtes la directrice. Depuis combien d'années? Puis, est-ce qu'il y a de la place pour les gens qui écoutent, est-ce qu'ils voudraient consulter un ou une psychologue à cet institut Alpha? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Comment on peut vous rejoindre? Sur quels réseaux sociaux aussi? Est-ce que vous avez un site web, etc.? Alors oui, on a un site web qui montre, si vous êtes professionnel, vous allez voir les formations qu'on donne. Sur notre site, il y a aussi un onglet COVID où j'ai regroupé tous les articles et les résultats scientifiques sur l'impact psychologique de la COVID, parce que je Oui, sais être abonné à des revues scientifiques, bien, c'est pas la portée de tout le monde. Moi, j'ai la chance d'être professeur, donc je suis abonnée à ces grandes revues mondiales qui présentent les résultats de recherche. Alors, je les oui, ai présentés gratuitement dans cet onglet. On a aussi un onglet qui est On se positionne, c'est-à-dire tous les articles qu'on a écrits dans les différents médias et journaux montréalais depuis notre création. Ça va faire presque 10 ans là, que l'Institut existe. Et donc, on a pu se positionner sur des choses sociales, sur des enjeux sociaux qui nous touchaient. Et j'ai mis tous les articles, là encore, tout le monde peut les consulter gratuitement et les imprimer. Maintenant, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, oui, c'est que la population est beaucoup plus sensibilisée mm, maintenant à la psychothérapie. Elle consulte davantage et depuis 5 ans à peu près, même les hommes consultent davantage. Il y a eu une démocratisation de oui. la psychothérapie. C'est fabuleux, on est choyé, ça veut dire qu'on a réussi à gagner la confiance de la population qui est maintenant convaincue du bienfait de la psychothérapie. L'inconvénient, c'est que les listes d'attente sont maintenant plus longues Oui. qu'autrefois. Et pour le moment, bien, nous, on a plus de disponibilité à l'Institut. On reçoit, on Est-ce est, qu'il y aura dans 1 an ou 2 ans pour ceux et celles qui écoutent, ou c'est on vraiment, n'a pas, ça on dépend de sait- chacun des psychologues. ok, c'est bon. Il y en a qui ont des listes d'attente, il y en a qui n'en ont pas du tout parce Oui, que
Et depuis la COVID, on a eu beaucoup plus de demandes. On a tous travaillé les samedis pour pouvoir essayer de combler cette demande, mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Et c'est pour Ouais, ça que ça vaut la peine de pouvoir, bien, quelquefois faire partie d'une liste d'attente ou de ouais. rejoindre un ami d'un ami qui peut parler de nous à un professionnel. Mais sinon, les livres grand public sont aussi une aide très importante. Oui, les livres, et j'invite tout le monde à se procurer vos 4 livres best-sellers, là, en fin de compte, que ce soit en librairie, que ce soit sur les sites web. Donc, on peut vous rejoindre sur quels réseaux sociaux, à part l'Institut Alpha? Est-ce que vous êtes sur c'est quels réseaux sociaux, ceux qui veulent, ou vous Avec préférez que les gens communiquent avec vous avec le site, Oui, là? par courriel sur le site directement, c'est ce qui est le plus facile. Sinon, OK. j'ai aussi un site Internet de laboratoire de trauma Oui, et résilience de oui, l'UQAM. oui, Le labo Pascal Brion, c'est toujours le nom du chercheur sur le labo. Donc, si vous faites Pascal Brion UQAM, vous allez tomber oui, sur nos projets de recherche oui, et on va partir à un nouveau projet de recherche. On a un projet de recherche très important sur les endeuillés par homicide qui vient de se terminer et on oui, commence un nouveau projet de recherche sur l'impact d'une stratégie qui va être offerte gratuitement par notre laboratoire, la remédiation cognitive, et on veut voir l'impact de la remédiation cognitive oui. sur le trouble de stress post-traumatique. On va commencer le recrutement dans un mois ou deux. Donc là encore, si vous êtes intéressé à tout ceci, bien, vous allez directement sur le site Internet du laboratoire. Parfait. Donc, vous donnez des conférences, des formations. C'est quoi vos projets futurs? Puis c'est quoi, en fin de compte, un ou deux messages que vous voulez dire aujourd'hui en ondes à la population générale, le grand public qui nous écoute par rapport... allez-y, je vous écoute. On Ah ben, vous écoute. mon Dieu, merci de cette tribune, Alex, c'est tellement qu'est-ce que je pourrais dire, mon Dieu? Ben, je pourrais dire que euh, vivre un événement traumatique est un événement naturellement perturbant pour tout le monde. Oui, On a fait beaucoup de chemin depuis les 20 dernières années pour démocratiser le trouble de stress post-traumatique, mais il reste encore beaucoup de personnes qui souffrent dans l'ombre, qui présentent en plus des symptômes dépressifs, qui ont tendance à boire pour essayer de diminuer les flashbacks, les cauchemars. mm, Et là encore, de pouvoir essayer de s'écouter, de pouvoir normaliser ses réactions, c'est déjà être dans une convalescence positive post-traumatique. Alors, je les encourage à aller chercher de l'aide et je les encourage à pouvoir essayer des stratégies plus pointues parce que on veut que ça reste un trouble. On ne veut pas que ça devienne notre identité. oui. Alors, ce n'est pas une façon d'être, ce n'est pas une il ne faut pas faire le deuil de notre vie. Il ne faut pas se dire c'est notre nouvelle façon d'être, c'est ma nouvelle identité d'être une personne traumatisée. On aime beaucoup mieux dire aux gens, vous savez, c'est un trouble traumatique qui se guérit et vous pouvez retrouver votre vie par la suite. C'est peut-être ce message d'espoir que j'aurais envie d'envoyer à la population. Oui, et je l'ai lu dans votre livre, Se relever d'un traumatisme que je montre encore à l'écran, en fin de compte, de passer de victime à survivant et de devenir Exactement. un survivant, parce qu'on est tous des survivants, puis je l'écris aussi dans mon livre, ce qui nous tue pas, nous tue pas, nous rend plus forts. Donc, merci infiniment, docteur Pascal Brion. C'était l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir été une invitée à l'émission Témoignage de vie. C'était vraiment un grand bonheur, un grand privilège, un grand honneur de vous avoir. Merci vraiment. Quand je vous ai écrit, je me suis dit, je Vraiment. ne sais pas si vous allez accepter, mais c'est vraiment Avec plaisir, avec plaisir. c'est vraiment génial. Donc, je vais terminer cette émission-là en disant qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Bien sûr qu'il faut, en fin de compte, que c'est vraiment parfois difficile. Il faut aussi avoir beaucoup d'empathie envers les gens. Puis je ressens cette empathie-là dans votre voix, docteur Pascal Brion, qu'il faut vraiment avoir cette empathie envers les gens qui ont vécu un syndrome ou plusieurs, le trouble du stress post-traumatique ou même juste un ou deux symptômes post-traumatiques et que la convalescence, il faut post-traumatique, il faut aussi, c'est le temps et le soin, hein, comme on le dit, qui fait en sorte qu'on va aller mieux. Merci tout le monde d'avoir été euh, des, d'avoir écouté cette émission, cette belle émission à témoignage de vie, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de regarder cette vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien. Merci, au revoir. Bye. Au revoir.